Bonjour à tous, merci de suivre l'émission VIP, Visage inattendu de personnalité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Romanès, personnalité éminente du monde du cirque, qui sera rejoint en seconde partie d'émission par son épouse, Delia Romanès, parce que Delia n'est pas seulement la femme de, c'est aussi une artiste accomplie et son domaine à elle, c'est la musique. On en reparlera tout à l'heure, mais on commence avec vous. Bonsoir Alexandre Romanès, merci d'être avec nous sur KTO. Vous êtes issu de la célèbre famille Bouglione, donc très connue dans le monde du cirque. Avec un tel arbre généalogique, il était très probable que vous fassiez vous aussi carrière dans le monde du cirque. Est-ce que vous avez quand même envisagé un instant que ça puisse ne pas être le cas, de ne pas suivre cette voie-là? C'est difficile quand on est dans un cirque de ne pas faire du cirque. J'en connais plusieurs qui ont échappé et ils ont tous été au suicide. Ah oui? Presque tous. Donc vous avez suivi cette voie-là du cirque et vous avez commencé très tôt, hein, d'abord en faisant de l'équilibrisme, c'est ça Oui, j'ai fait plein de choses. Plein de choses. Oui. Et puis dompteur j'ai même été dompteur. Dompteur de fauves, à l'âge de 19 ans, je crois que vous êtes rentré dans la cage avec les fauves. Est-ce que vous avez eu peur parfois, peur de tomber pendant les exercices d'équilibrisme, peur des fauves? Est-ce que ce sentiment de peur, c'est quelque chose qui vous a traversé? J'ai toujours eu peur de faire mon numéro d'équilibre sur échelle libre. C'est des échelles qui ne sont pas fixées, ni avec des câbles. J'ai toujours eu peur. Et avec les fauves, j'ai jamais eu peur. On raconte que les fauves avaient avec vous un contact particulier, puisqu'ils se laissaient dompter. Comment vous expliquez ça? Se laisser dompter, c'est quand même... Il ne faut jamais perdre de vue qu'un lion, un tigre, c'est un tueur. Alors il y en a qui sont un peu plus tueurs, d'autres un peu moins, mais globalement, c'est des tueurs. C'est pas une bonne idée de se mettre au milieu des tueurs. Vous avez après quitté ce monde du cirque parce qu'il y avait un certain nombre de valeurs auxquelles vous n'adhériez plus. Lesquelles exactement? Pourquoi est-ce que pendant quelque temps c'était trop grand? Trop grand. Il y avait un côté, je disais toujours, pourquoi on fait du cirque dans un hangar pour avions? Le chapiteau ressemblait à ça. Il y avait beaucoup de camions, beaucoup d'animaux, C'était un grand cirque en fait. Et vous aviez le sentiment que du coup le cirque perdait son âme, le fait que ce soit trop grand? Pourquoi est-ce que finalement ça vous déplaisait? Je crois que les gens ne comptaient plus. Et quand même un petit cirque, si c'est bien fait, parce que c'est pas systématique non plus, mais un petit cirque si c'est pas trop mal fait, c'est quand même plus poétique qu'un hangar pour avions. Ça vous a manqué les quelques mois ou années pendant lesquels vous n'avez pas fait de cirque? Non. Non, j'avais fait une croix sur le cirque, je ne voulais plus. Vous pensiez vraiment que vous n'y retourneriez plus, que c'était terminé? Oui, je pensais que c'était vraiment fini. Il faut que je vous dise que je tousse parce que dès que j'entre dans Paris, je tousse. C'est la pollution. Oui. Alors finalement, vous êtes quand même revenu vers le monde du cirque. Vous avez donc rencontré Delia, votre seconde épouse, et avec elle, vous avez fondé un peu par hasard. Un nouveau cirque. Un peu par hasard, racontez-nous. Aujourd'hui, je peux en parler. À l'époque, je ne pouvais pas. En fait, alors d'abord, j'ai joué dans des orchestres. J'ai arrêté parce qu'on ne jouait jamais ce que j'aimais. Qu'est-ce que vous aimez précisément? J'aime beaucoup Sylvius Leopold Weiss. J'aime beaucoup. Bon. Et puis, je donnais des concerts et j'ai eu une petite fille. Et à 3 ans, quand ma fille que j'emmenais partout avec moi, même au concert, elle était dans un panier, elle était à côté de moi. Qui était donc la fille de votre première épouse, Lydie Datas. Et puis, à 3 ans, on m'a volé ma fille. Donc je ne pouvais plus jouer. On m'a dit que je suis resté 1 année assis sur une chaise, sans dire un mot. J'allais très mal. Et j'avais ce projet avec le poète Jean Genet, de monter un petit cirque. On avait écrit un spectacle. Mais quand j'ai vu qu'on pouvait avoir l'argent pour le faire, c'est moi je n'ai pas voulu qu'on aille au bout. Qu'est-ce qui j'étais pas guéri j'étais encore, c'était pas encore cicatrisé. Oui. Qu'est-ce qui précisément vous a aidé à surmonter cette épreuve épouvantable, la disparition d'un enfant? Eh bien, c'est le fait que j'ai monté un cirque.
Donc le C'est-à-dire, cirque que vous avez monté avec votre seconde épouse, oui, Delia. parce que dans le cirque, vous ne pouvez pas être assis sur une chaise et puis broyer du noir. Vous me C'est disiez tout à l'heure impossible. que si vous n'aviez pas effectivement monté ce cirque, vous alliez à la mort. Donc ça vous a vraiment aidé à surmonter cette épreuve. Je pense que oui, j'aurais mal fini parce que le cirque, c'est un métier infernal. Il n'y a pas d'arrêt. Donc vous ne pouvez pas trop, vous voyez. Et oui, finalement, ça m'a sauvé. Et alors, évidemment, j'ai eu beaucoup de regrets parce que la musique baroque, c'est ce que je préfère. J'en écoute presque tous les jours. Hein. Pas beaucoup, mais un petit peu tous les jours. Et si j'avais pas eu cette histoire monstrueuse qu'on m'a volé ma fille, donc j'aurais continué la musique baroque. Et je sais que je suis à peu près sûr, j'aurais jamais fait de poème. D'ailleurs, tout ça s'est fait par hasard. Hein. Moi, j'ai pas dit je vais faire des poèmes et puis on va publier. J'ai pas pensé à tout ça. On va reparler tout à l'heure de votre activité de Je poète. pense que c'est quand même plus fort des poèmes que la musique. C'est vrai qu'on connaît moins cet aspect de vous, hein, Alexandre Romanès, poète, et donc finalement c'est un peu un hasard parce que si j'ai bien compris, c'est Monsieur Bobin, donc des éditions Gallimard, Christian qui un jour Bobin. Christian Bobin, qui un jour est tombé par hasard sur des écrits dans un cahier, Un cahier d'écolier d'une de mes filles. C'est la seule de votre fille d'ailleurs qui est scolarisée, je crois, c'est ça? La petite dernière, elle a Petite voulu dernière. et c'est très rigolo parce qu'elle me dit de l'école. Vous avez 5 enfants, c'est bien ça? J'ai 5 filles et j'ai un garçon à qui j'ai donné un prénom féminin quand même, Comment s'appelle-t-il? Sorine. Ouais. Pourquoi? Il y a beaucoup de prénoms féminins dans les tribus tziganes. Et une chose que apparemment personne n'a l'air de savoir, les tribus tziganes, c'est des sociétés matriarcales. Et les femmes ont l'humour de donner des... j'ai un de mes petits-neveux, et je trouve que c'est magnifique pour un garçon, j'ai un de mes neveux qui s'appelle Aline. Et en plus, c'est un garçon assez costaud, assez... Et on voit ce garçon arriver et il s'appelle Aline. Je trouve ça très joli. Alors, pour vous, le cirque, c'est quand même une affaire de famille. Hein. Donc, vous disiez, vous avez 5 enfants, enfin 5 filles, un garçon, 5 petits-enfants, si j'ai bien compris. Tous font partie de la troupe, finalement. Oui. C'est toujours le cas de faire du cirque en famille? En Occident, l'idée de la famille est très dégradée et je trouve que c'est très injuste. Quand vous avez vraiment quelque chose de grave, vous êtes bien content d'avoir un père et une mère. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux, vous, la famille? Moi, j'ai quitté ma famille dans laquelle je suis né. Pour moi, ça a été jusqu'à l'adolescence. C'était une famille joyeuse, on s'amusait, on travaillait en s'amusant. Ça, c'est formidable. Puis après, ça s'est mal passé. Ben, si la famille est bien, c'est formidable. On voit à l'écran des images de votre famille, donc avec vos filles. Oui. Vous habitez tous donc sur à proximité du chapiteau, dans des caravanes, Ah, les caravanes sont autour de notre tout petit chapiteau, hein, il fait 20 mètres. ce qui est pratique pour les répétitions. Comme ça, vous n'êtes pas trop Oui, loin. on n'a pas de métro à prendre, on n'a pas de... Ce qui est plutôt agréable. En quoi votre cirque à vous, le cirque Romanès, est-il différent des autres cirques? Parce que vous parliez tout à l'heure d'un cirque qui était trop grand. Quelles sont les valeurs de votre cirque à vous qui font qu'il est différent des autres? Alors, il y a une chose qui est très jolie. Tout le monde... L'année dernière, on a même été en Russie et en Chine. On avait les mêmes critiques. Tout le monde dit qu'on serait le cirque le plus poétique. Mais on ne fabrique pas du poétique parce que ce ne serait pas poétique, justement. Il se trouve que c'est poétique. Je vous propose qu'on regarde ensemble, Et Alexandre. on a enlevé toutes les conventions un peu bébêtes. Oui, qu'est-ce que du vous appelez les cirque. conventions bébêtes du cirque? Oh, le gars qui annonce, Ouais. les musiques, maintenant ils mettent, vous savez, ces musiques, comment on appelle ça, les tuyaux, là, les tubes, ils mettent ce qu'on Ouais. appelle les tubes. Nous, on a mis la musique tzigane, on a 6 musiciens tziganes, mon épouse qui chante. Je vous propose Ça- qu'on ça regarde change- d'ailleurs, ça parce qu'on change on a beaucoup de quelques choses. images qui permettent de comprendre comment Oui. vous montez, démontez le chapiteau, quelques images de vos spectacles. On va regarder ça ensemble.
images, hein, vous voyez des montées de chapiteaux, on voyait les jongleurs, on voyait Delia chanter et danser. Ça prend à peu près combien de temps de préparer un spectacle? Ça se fait pas. C'est compliqué. C'est pas simple. Vous changez vos numéros à chaque fois? On change pas tout d'un coup. Oui, ça se fait un peu progressivement, oui. On est des tziganes, hein, on n'est pas. Je dis toujours, ce serait quand même bien d'avoir une goutte de sang allemand, mais on ne l'a pas. Pourquoi? Pour la rigueur? On aurait plus de rigueur, plus de sérieux, plus de. C'est aussi ce qui fait votre charme, parce qu'il y a une vraie fascination des ce qu'on appelle les gadgets. Hein. Donc les gadgets, pour vous, je le rappelle, ce sont tous ceux qui ne sont pas tziganes. Il y a une vraie fascination des gadgets pour la culture tzigane. Peut-être justement que si vous étiez plus rigoureux, comme vous dites. Une culture très très méconnue, et c'est dommage. Très méconnue. Il y a des belles choses. Alors cette culture, vous la décrivez un petit peu hein, dans vos livres, notamment dans le dernier en date, Un peuple de promeneurs. Le peuple de promeneurs, oui. Vous décrivez hein, cette culture tzigane. Comment, et il y a beaucoup de proverbes tziganes aussi. Il y a énormément de proverbes tziganes. On apprend un certain nombre de choses hein, sur la façon dont vous vous rencontrez, mariez très rapidement, sur le rapport à la musique, sur un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous résumeriez, c'est pas simple, mais la culture tzigane? Alors je reprendrai ce que disait mon père. On ne fait pas de sport et on ne le regarde pas. La mode ne nous intéresse pas. La réussite sociale n'a pas de sens. Voilà, l'important, c'est la personne qui est devant vous. Et ce que je trouve très beau dans la culture tzigane, alors l'héritage non plus, c'est interdit. On doit tout brûler quand le dernier vivant meurt. Et alors... oui, voilà, c'est... Puis il y a une pudeur, peut-être même un peu maladive, mais il y a une très grande pudeur dans la culture tzigane. Vous parliez de réussite sociale. D'ailleurs, on est très choqués par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend aujourd'hui. Oui. Là, vous parliez de réussite sociale. Vous dénoncez pas mal hein, dans ce livre la quête de célébrité de la jeune génération. C'est quelque chose qui vous choque un petit peu par rapport aussi à cette pudeur que vous évoquiez à l'instant? Cette envie d'être toujours, voilà, de se montrer, d'être à l'affiche. Ce que je remarque quand même, c'est que, et je trouve ça quand même assez terrible, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'égareurs, de gens qui vous égarent carrément, et puis alors ces égareurs sont mis sur un piédestal. Et quand même, c'est triste tout ça. C'est d'une grande tristesse. Vous évoquez aussi beaucoup dans ce livre toutes les valeurs hein, de la culture tzigane que sont le nomadisme, la musique donc qui joue un rôle très important dans votre vie puisque vous avez fait beaucoup de luttes, vous aviez arrêté suite au drame hein, que vous évoquiez tout à l'heure et vous vous y êtes remis à la musique baroque. Oui, absolument. Et le nomadisme, alors sur tous les continents il y a du nomadisme, partout les nomades sont combattus, en France aussi, hein, on n'arrive pratiquement plus à voyager. Moi, je pense que l'humanité a perdu énormément en perdant le nomadisme. Parce que tout le monde était nomade, c'est pas vieux. Hein. On a perdu énormément. On a perdu quoi, par exemple? Déjà, je pense qu'on a gagné la misogynie, ce qui n'est pas une belle chose. Vous savez, l'espace, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans le nomadisme, vous avez un espace, vous pouvez, vous ouvrez votre porte et vous pouvez avoir un espace à perte de vue. C'est pas comme ça dans les villes. Vous ne pouvez pas accumuler. Vous faites 500 mètres des fois. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 kilomètres. Vous faites 1 kilomètre ou 500 mètres. Vous n'avez plus les mêmes gens, vous n'avez plus les mêmes paysages. C'est assez exceptionnel. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'il y a un amalgame. On parle de Roms, de Tziganes, de Gitans, de Gypsies. Le mot Rome, je le conteste complètement. Pourquoi ? Ce sont des intellectuels tziganes hongrois qui se sont réunis et qui ont dit manouche, bohémien, gitan, tzigane, c'est très mal vu. On va changer l'appellation et on va s'appeler les Roms. Et je les ai rencontrés et je leur ai dit, si on enlève le mot juif, est-ce qu'on enlève l'antisémitisme? Et ils me répondent non. Donc je dis, vous avez fait une bêtise. Et ils m'ont répondu oui. En tout cas, parce qu'à l'Est, les tribus tziganes, on n'a jamais dit les Roms. Les tziganes se sont toujours appelés tziganes, ils s'appelaient, nous on est les tziganes, et les non-tziganes disaient les tziganes. Le mot Rome n'est jamais apparu. Et nous, les gitans français, donc
tziganes, puisque c'est le même peuple. On en a décidé il y a quelques années, par solidarité avec nos frères de l'Est, de ne plus se faire appeler manouche, bohémien, gitan, de se faire appeler tzigane, toujours en solidarité. Et au moment où on les rejoint, on nous dit « ben non, maintenant on est des Roms ». Quelle que soit l'appellation, malheureusement... C'est le dernier racisme. Quelle que soit l'appellation, ce sont des gens qui ont souvent été rejetés. Tout le temps. Tout le temps. D'abord, pourquoi? Et ensuite, quelles sont les solutions pour y mettre fin? Alors moi, j'ai pas de vraie raison. Je dirais simplement, il y a une chanson de Georges Brassens qui dit « Les braves gens n'aiment pas que l'on suive un autre chemin ». C'est ça, à votre avis? C'est le sentiment Moi, je d'être pense que différent? c'est ça, parce que des défauts, on en a, mais on n'est pas les seuls. Et il y a aussi nous avons aussi de très belles qualités. Vous savez, il y a une chose qui est terrible dans cette société occidentale, c'est ces compartiments, les 14-15 ans entre les 18-20 ans, les 25 ans, 25-30 ans, les 40-50 ans. Ça n'existe pas chez nous. Tout le monde est mélangé. Vous pouvez avoir une soirée avec une vieille femme à côté de jeunes filles. Ils passent la soirée ensemble. Personne ne trouverait quelque chose à redire. On dirait, tiens, on va se déplacer, on ne va pas rester avec elle. Le sens de la famille, c'est quelque chose effectivement qui ressort beaucoup dans votre livre. Oui. Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières années autour de ce qu'on appelait les Roms, et j'ai bien compris que vous contestiez l'appellation. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'effectivement la France ne puisse pas forcément accueillir toutes ces personnes, le fait que certains aient été expulsés? Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Alors je vais vous dire les chiffres officiels. Ouais. Les chiffres officiels quand Nicolas Sarkozy était encore président, donc il y a encore 6 mois en arrière. Et les Tziganes qui viennent de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, et qui se sont installés en France, 12 000 personnes. C'est-à-dire une goutte d'eau. Donc beaucoup de bruit pour rien? Non, pas pour rien, mais médiatiquement c'est bon. D'ailleurs, voilà... Vous me disiez tout à l'heure que vous avez un autre projet de livre chez Gallimard, qui est la maison chez laquelle vous publiez, même si pour le moment vous ne pouvez pas en dire beaucoup plus. En revanche, comme vous m'avez dit, c'est que l'écriture, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup, peut-être plus que le cirque encore. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette démarche? Est-ce que ça vous aide à trouver un sens? Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je fais de la musique. Et on me dit, oh ben non, ben c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que avec une cantate de Bach, vous n'allez pas tuer, vous ne tuez personne. Mais pour un mot, il y a des gens qui se tuent. Donc la parole, c'est quelque chose de très fort. Et vous savez, mais c'est pas pour vendre, je vous le dis parce que je suis moi-même épaté par la chose. Mais les lecteurs me disent que mes livres, c'est leur livre de chevet. Moi, je reste un peu... Vous me disiez tout à l'heure, j'étais fascinée par les chiffres, 20 000 exemplaires de chacun du dernier recueil livre, vendu. Recueil. Alors vous, votre livre de chevet, ça a longtemps été la Bible, si j'ai bien compris. Oui. Racontez-moi, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ben, j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire quelque chose de solide. Je suis toujours étonné de voir comme l'idée de Dieu, enfin, c'est pas une idée, mais on évoque Dieu, c'est quelque chose de très flou en Occident, et c'est bizarre. La religion, c'est important pour vous? Alors, on n'est pas très... Vous savez, quand on est dans le nomadisme, c'est difficile de... on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas... La croyance en Dieu est très forte. Parce que j'imagine quand même que dans les différents lieux où vous vous arrêtez, vous trouvez des lieux de culte. En quoi le fait d'être nomade? On prie entre nous. Vous priez entre vous. À la belle étoile. Ou alors à la bougie, dans une caravane. Tout le monde est épaule contre épaule. Et puis... Donc il y a une dimension collective, si je comprends bien, dans la prière? Oui. Chez vous? Oui. Le fait d'être ensemble, finalement, pourquoi est-ce que c'est important, le fait d'être ensemble pour prier? Alors je vais peut-être avoir l'air de me vanter, mais c'est la vérité. Moi, je n'ai jamais prié. Et d'ailleurs, une religieuse aimait beaucoup mes livres et on avait parlé de ça. Parce qu'elle disait, il faut prier. J'ai dit, ben, moi, je n'ai jamais prié. Non, je ne prie pas. Je suis à côté d'eux, mais je ne prie pas. Et elle m'avait dit, mais toi, tu n'as pas besoin de prier parce que tes poèmes sont des prières. C'est une religieuse qui m'a dit ça. En parlant de vos poèmes, est-ce que vous avez en tête quelques-uns d'entre eux que vous auriez envie de nous réciter, quelques vers?
Un très court comme ça, la neige, le vent, les étoiles. Pour certains, ce n'est pas assez. C'est très court. C'est très court, mais ça veut dire beaucoup. Est-ce que vous pouvez développer l'idée qu'il y a derrière? On rejoint le nomadisme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas accumuler. Et puis, ce qui est beau, finalement, c'est vous êtes sur un terrain vague, bien souvent, et puis vous avez le ciel étoilé au-dessus de vous. Et finalement, bien sûr, ça ne suffit pas, mais ça devrait. L'humain a besoin d'un peu plus, mais si vous avez la chance d'être aimé, moi j'ai la chance d'être aimé de mon épouse, c'est magnifique. Si vous êtes aimé, si vous aimez, et puis ce magnifique ciel et Dieu, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Le nomadisme, finalement, ça vous aide peut-être à aller à l'essentiel, parce que vous parliez de l'amour, des vraies valeurs, par rapport à une vie peut-être plus matérialiste. Je suis très étonné par le poids qui est mis sur le matériel dans cette société. Moi, je dis toujours, je ne peux pas mettre 2 paires de chaussures, je ne peux pas mettre 2 pantalons, je ne peux pas mettre 2 chemises, et je ne peux pas conduire 2 voitures en même temps. Et je ne peux pas écrire avec 2 stylos non plus. Je ne vois pas bien l'utilité de cette accumulation qu'on voit et qui fait beaucoup de mal, finalement. Le fait d'aller à l'essentiel, c'est quelque chose qui vous rend plus heureux? Mais l'essentiel, c'est rejoindre Dieu aussi. Parce qu'on m'a souvent posé la question, et moi, j'ai cette vision, est-ce qu'elle est juste, je ne sais pas, mais pour moi, Dieu, c'est la profondeur des choses. Or, dans les choses matérielles, évidemment, il n'y a pas Dieu. Quand vous écrivez, quand vous jouez de la musique, quand vous faites des numéros de cirque, est-ce que vous vous sentez habité par une dimension un peu divine, un élan de création? Non, je ne dirais pas ça. Quand on fait du cirque, vous savez, le cirque, c'est très particulier. Alors, voilà, pour l'écriture et la musique. Avec la musique, je ne pense pas à tout ça. J'essaie d'aller à l'essentiel. C'est ma façon à moi je dirais, de rejoindre Dieu. Mais voilà, c'est rigolo parce que ces livres, je les ai écrits et je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps que finalement, j'essaie toujours de dire quelque chose. Je n'essaie pas de faire de l'esthétique. Il se trouve qu'il y a de l'esthétique qui vient, mais j'essaie toujours de dire quelque chose. Et même dans les petites histoires, des histoires tziganes que je raconte, qui sont des histoires vraies, hein, c'est pas des... j'essaie toujours de... De faire passer un message? Oui, j'essaie d'être utile. Alors c'est quoi le message que vous avez envie de faire passer dans vos livres, qui peut être utile? Le message, c'est que l'important, c'est celui qui est devant vous, et puis Dieu. Il y a d'ailleurs une phrase très belle que vous relatez dans ce livre, je crois que c'est la grand-mère de Delia qui disait que l'essentiel, on ne peut pas le voir, on peut le voir avec le cœur, mais on ne peut pas le voir avec les yeux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase? Non, je vais vous dire un poème, si j'arrive à m'en rappeler. Mais il est au dos, là. Regardez, non, dans l'autre. Donc, Parole perdue, qui est également paru chez Gallimard. Oui. Pauvre être humain, ta vie, comme la brindille emportée par l'oiseau, comme la poignée de sable qu'on jette. Si ton cœur n'est pas royal, tu vas où? C'est très rigolo parce que c'est une faute de français. Et c'est Jean Grosjean qui a fait publier mes livres. Le pauvre, il n'est plus là, malheureusement. Et il m'avait dit, Alexandre, vous avez fait une faute de français, il n'y en a qu'une, et je pense que vous l'avez fait exprès. Et on était tombés d'accord. On n'a pas parlé de votre amitié avec Jean Genet, parce que vous avez été très ami avec Jean Genet. Jean Genet et Jean Grosjean. Et Jean Grosjean. Est-ce qu'ils ont pu voir vos œuvres et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Non, le seul qui a vu mes poèmes, c'est Jean Grosjean, qui est un immense poète, encore un pratiquement inconnu. Et je sais qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, ça c'est vrai. Alors on a parlé un peu de la lumière divine, on va parler d'une autre lumière dans votre vie. Et cette lumière, c'est Delia, votre épouse, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Delia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez envie de réagir, Delia, à ce qu'a dit Alexandre dans la première partie de cette émission?
Non, je trouvais que tout était bien, ce qu'il a dit. De toute façon, moi, je suis son première fan. Sa première fan, oui. Voilà. Ça, j'ai Et remarqué. puis, c'est la lumière de la famille, heureusement. Vous êtes originaire de Roumanie, vous avez été pas mal persécuté là-bas du fait de vos origines tziganes. Quels sont les souvenirs que vous en avez? Atroce. C'était juste, j'ai senti qu'il fallait que je parte, sinon j'allais mourir. Vous vous êtes senti davantage persécuté là-bas qu'ici? Là-bas, oui. Ouais. Vous avez traversé la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Vous étiez très motivé par l'idée de venir en France? Oui, c'était pour moi, je ne pouvais pas vivre en Roumanie. Et j'avais 15 ans et demi à cette époque. La musique, justement, ça vous a permis de vous échapper un petit peu de cette souffrance? Mais c'est que la musique qui m'a tenue en vie, en fait. Vous avez commencé à faire de la musique à quel âge? J'avais 3 ans et avec mon père, il était accordéoniste. Ouais. Il me faisait chanter dans les bals, dans les mariages, sur des scènes comme des centres culturels, parce que ça n'existait pas de théâtre à cette époque. Est-ce que vous vous souvenez de la première chanson que vous avez chantée? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous pourriez nous le chanter? Oui, c'est une toute petite chanson alors. Alors on vous écoute? Oui, C'est la berceuse. oui, La la petite berceuse. berceuse. C'est une berceuse, vous verrez, c'est joli. Alors on vous écoute. Banii n-aduc fericirea, oricât ai vrea să trăiești, dar nici fericire în viață fără bani ai să o găsești. Au banii n-aduc fericirea, oricât ai vrea să trăiești, dar nici fericire în viață fără bani ai să o găsești. Olé! Olé, bravo, a cappella, c'est pas facile, ça donne presque envie d'être un bébé pour être bercé par votre voix. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rencontre avec Alexandre? Parce que ça s'est fait très vite, hein, finalement, ça a été un coup de foudre. Oui, c'était par hasard en fait. Dans le campement tzigane de Nanterre, il y a 25 ans, c'était un des premiers campements le plus grand qui existait. Donc, C'est là où en vous vous êtes France. retrouvés quand vous êtes arrivé en C'est là France. que C'est moi, le premier j'ai vécu. endroit où vous êtes allé à Nanterre. Oui, il y avait 1500 caravanes. 1500 caravanes. Voilà. Puis heureusement qu'il est passé. Moi, j'allais chercher du lot. Et là, il fallait chercher à presque 1 kilomètre. Et lui, il était dans sa voiture. Et moi, j'étais avec mes jerrycans. Et je ne sais pas, il s'est arrêté. Et parce qu'il m'a vu peut-être avec les jerrycans pleins d'eau. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ces jerrycans pleins d'eau et si lourds? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais la misère sur le terrain. Et puis, je crois qu'il a eu la flash un peu pour moi. Un flash réciproque, manifestement, puisque donc après Et vous êtes il m'a dit, mariés. ben, monte dans la voiture et puis on est parti. Non, c'est pas ça. Ah, il y a une version discordante. Je lui ai dit, est-ce que tu voudrais faire la misère avec moi? Puisqu'elle m'a D'accord. dit, moi je fais la misère sur le terrain. Et vous aviez le sentiment de faire Et la moi- misère aussi de votre côté? Ou c'était juste une façon de parler? C'était une façon de parler, j'étais pas dans la misère. Mais je lui ai dit, donc elle me dit, je fais la misère sur le terrain, et je lui dis, est-ce que tu veux faire la misère avec moi? Elle m'a dit oui, elle m'a regardé comme ça, elle a dit oui, avec toi je ferai bien la misère. Donc j'ai ouvert la porte, elle a laissé les brodeaux, elle est montée, on est parti. Est-ce que vous croyez, Delia, au destin? Beaucoup. On ne peut pas s'en cacher. Pour vous, c'était écrit, le fait que vous deviez vous rencontrer. Moi, je pense. Vous aussi, Alexandre, vous y croyez? Oui, peut-être, oui, oui. Alors, on a entendu cette berceuse a cappella formidable. Vous avez également publié un CD qui s'appelle J'aimerais perdre la tête. Je le montre. Donc, J'aimerais perdre la tête, où on vous voit chanter et danser. Je vous propose qu'on écoute la première chanson de ce CD. Iere fotocană, ta la le la le la, de dretale ta de na, că m-am săturat de zamă, ta la le le le, ta dreta la ta la de la, ale, țigan co ce vei, ta la la da la 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 da la la, să mă și copiii tăi, ta la ta le le.
Allez! Est-ce que vous avez d'autres projets de CD? Oui, je vais faire un CD cette année. Parce que là, en fait, on a un projet de créer un centre artistique tzigane. Donc, il va y avoir l'ouverture au mois de mars. Dans Paris? Oui, sur Paris. Donc là, il y a le spectacle tout d'abord à partir du 19 janvier jusqu'au 1er mai. Et donc avec Alexandre, on travaille depuis des années pour la création d'un centre artistique tzigane et ça n'existe nulle part au monde. Ça va être où exactement? Et là, dans ça va Paris? se faire dans le campement tzigane des Romanes, boulevard de Reims. Boulevard de Reims, là où se trouve votre chapiteau, là où vous faites vos spectacles. Parce qu'effectivement, vous êtes devenue la chanteuse de ce groupe musical et donc vous accompagnez le cirque avec un quatuor, c'est ça? Non, j'ai il y plus a de 6 musiciens maintenant, mais je me suis enrichie. Vous êtes enrichi. Voilà, donc je suis musicien. Vous avez maintenant. combien de musiciens avec 6 vous? musiciens et on a même c'est une ça? fanfare. Donc D'accord. j'invite les gens à venir découvrir. À partir du 23 mars jusqu'au 25 mars, il va y avoir une très belle programmation. Des gitans qui vont venir de l'Espagne, des Roumanie, de Slovaquie, de l'Inde. Il va y avoir des tables rondes, des projections de cinéma. En fait, voilà, je les invite. Il y a un marché tzigane aussi, de venir découvrir ce beau projet qu'on espère qu'il va vraiment se développer. C'est une première impulsion en fait. On sent chez l'un comme chez l'autre une vraie envie de faire partager la culture tzigane. Donc, vous me parlez de ce centre pour que les gens viennent découvrir. Vous avez donc beaucoup parlé de la culture tzigane dans vos livres. Il y a vraiment cette volonté de faire partager, de faire découvrir. Mais oui, c'est très important parce que notre culture, elle est méconnue. Et les gens, ils ne connaissent pas grand-chose de notre culture. Donc voilà, à part quelques groupes qu'ils ont vus. Ils ont peut-être des idées reçues aussi. Voilà, et je dis très modestement, déjà, rien que le cirque romanesque, c'est le seul cirque tzigane qui existe. Et donc ce projet, il est né à travers tous les spectacles et tout ce qu'on a pu diffuser ce spectacle en France, en Europe et jusqu'en Chine. Et donc on a travaillé avec plein d'artistes dans le théâtre, dans le cinéma et Alexandre qui écrit ses livres. Il a même écrit 3 scénarios de non-fiction, des films pour le cinéma. Arrête-toi là, arrête. Si, c'est vrai. Vous êtes une très bonne attachée de presse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce spectacle donc, Non, que vous allez commencer à jouer donc, ce 19 janvier jusqu'au mois de mai, vous le disiez, s'intitule Ligne de la main jusqu'au coude. C'est un voyage poétique avec des numéros qui sont accompagnés par des musiques tziganes, en l'occurrence par vous-même. Est-ce que c'est difficile de travailler en couple? Parce que travailler avec sa femme ou avec son mari, c'est jamais forcément évident, d'autant que vous avez tous les deux participé à la mise en scène. Est-ce qu'il y a eu éventuellement des désaccords? Comment est-ce que vous vous êtes répartis les rôles? Comment ça s'est passé? En fait, c'est le directeur artistique. Moi, je ne touche jamais à ça. D'accord. Moi, je ne fais que chanter. Puis, bon, c'est vrai que je m'occupe un petit peu de la diffusion des spectacles. Voilà. Vous devez donner votre avis, j'imagine, Et des quand même, de temps en relations, temps. des relations publiques. Nous sommes un vrai couple, car nous nous entendons sur rien. Un vrai couple. Alors, Ligne de la main jusqu'au coude. Pourquoi ce titre? Puisque c'est le titre de votre prochain spectacle. Mais pourquoi? Moi, je voudrais l'expliquer, c'est qu'un jour, elle me dit, parce qu'elle me dit des choses très curieuses, du genre, par exemple, elle me dit je ne fais pas confiance aux hommes, surtout ceux qui ont un sexe masculin. Ah oui. Je ne bois jamais d'alcool, je ne bois que du champagne. J'ai vu ça effectivement dans le livre. Je ne me maquille jamais, je ne me maquille, sauf les yeux et la bouche. Et un jour, elle me dit personne ne fait les lignes de la main comme moi. Et je lui dis mais comment tu les fais, toi? Elle dit moi, je fais les lignes de la main jusqu'au coude. Vous avez déjà lu les lignes de la main fait de la Elle le voyance, fait, mais moi, je ne la laisse pas faire. Pourquoi? D'abord parce qu'elle le fait mal. Merci. Et puis... Un vrai couple, donc, vous dites. Un vrai couple. Non, et puis c'est pas ce que les gens croient. C'est pas tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. C'est pas ça. C'est autre chose, les lignes de la main. Et en fait, non, j'aime pas tout ça. Et vous, c'est quelque chose que vous aimiez faire? Parce que si j'ai bien compris, vous le faites moins. Avant de rencontrer Alexandre, je faisais ça. Oui. C'est pour gagner ma vie. Mon Dieu, Jésus, Mon Marie, Dieu. Joseph. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai arrêté. Et c'est quelque chose que vous aimiez faire? J'ai aimé faire ça, oui. Je m'amusais même à le faire. S'il n'y a pas d'argent en jeu encore, parce que moi, j'en connais plus qu'elle dans ce domaine-là. S'il n'y a pas d'argent en jeu, des fois, ça peut m'amuser. Et puis, ça dépend avec qui. Mais autrement, non.
Vous en connaissez je- plus qu'elle, c'est-à-dire? Mais d'abord, il y a Ça, pas, c'est c'est pas que les mains, le corps dit tout, le visage, les yeux, D'ailleurs, tout est écrit. ouais, vous racontez Et d'ailleurs, il y a une médecine tzigane et nous, on soigne des choses que l'Occident ne guérit pas. Oui. Ah oui. Et je peux vous dire juste une toute petite chose. Dans les tribus tziganes, il n'y a pas de cancer du sein. Parce que 9 fois sur 10, le cancer du sein est provoqué par les produits laitiers de vache. Et vous n'en mangez C'est pas? trop riche. Nous, on en mange un peu, les femmes n'y touchent pas. D'accord. Et vous avez cette histoire absolument extraordinaire donc dans votre livre Un peuple de promeneurs, où une jeune femme est d'origine tzigane, et donc elle lisait plus ou moins les lignes de la main, si mes souvenirs sont bons, puis elle épouse un psychiatre et devient psychiatre. Ah, mais c'est une de elle mes aussi. cousines qui C'est une de vos cousines. qui Et vous faisait- lui dites pourquoi tu fais 10 ans d'études pour faire le même métier qu'avant, c'est ça? Ah oui, c'est extraordinaire. C'est pas moi, hein, c'était un de mes oncles. Donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui, oui. Où il lui dit, ben voilà, mais pourquoi tu as fait tant d'études pour faire ce que tu faisais avant de... Parce que pour vous, finalement, c'est le corps qui parle, c'est intuitif, finalement. Il y a tout sur tout est écrit. Vous vous êtes livré à cet exercice, vous aussi Et alors, non, mais bon, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis très curieux. Mais en fait, c'est les femmes qui connaissent la médecine tzigane et qui savent tout ça. Et je dirais, aujourd'hui, malheureusement, les jeunes de moins en moins, mais les vieilles femmes connaissent très bien. Par exemple, il y avait cette histoire où j'ai mis des années pour arriver à savoir la vérité. Pourquoi il ne fallait pas manger de viande d'élevage. Et un jour, je suis tombé sur une vieille tzigane qui m'a dit « Mais elles sont stupides, tout le monde sait ça chez nous. » Et elle me dit « Si tu veux devenir une vache dans un pré, mange de la viande d'élevage. » Bon, il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre médecine tzigane qu'on ne connaît pas, et des méthodes que vous utilisez qui se sont avérées efficaces? Si je vous disais, je ne vous le dirais pas parce que je ne veux pas avoir d'ennui, mais si je vous dis ce qu'on guérit dans les tribus tziganes, d'abord, on ne peut pas nous croire. Et attention, sans médicaments, simplement en rétablissant les équilibres. Parce que la maladie, c'est un déséquilibre. Alors revenons à l'art tzigane. On dit que les artistes ont un don divin. Vous y croyez? Mais disons qu'il y a des très bons. Oui. Peut-être tu peux expliquer. Si je peux expliquer une histoire très amusante, nous avons un violoniste un peu exceptionnel, même il l'est carrément même. Et il n'y a pas très longtemps, je lui dis mais comment tu as commencé à jouer? Il me dit d'abord mon père faisait du violon, mon grand-père aussi. Et en fait mon père a fait une chose très, très bizarre. Entre l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à 13-14 ans, il m'a mis une chaîne au pied, attachée à la telle de la caravane. Et autour de moi, il n'y avait que le violon et l'archet. Et il a fait ça pendant des années. Et je lui dis, c'était dur. Il m'a dit oui, mais il m'a dit, mon pauvre père est mort, mais s'il était là, je lui embrasserais les pieds tous les jours. Alors Delia, vous parliez pas mal de Dieu dans vos chansons. Voilà, c'est assez métaphysique. Est-ce que vous avez là une chanson dans laquelle vous parlez de Dieu, que vous auriez envie de nous chanter? Oui. Alors on vous écoute, parce que vous chantez très bien. C'est une chanson triste parce que c'est une prière pour mes enfants. Et Ouais. Dieu, il est beaucoup là-dedans. Donc ce que vous allez nous chanter, ça raconte justement la prière pour vos enfants, c'est ça? Voilà, c'est une prière pour mes enfants, c'est la vie et l'amour aussi, et Dieu. Stai, Doamne, nu mă lua, vai, că mai doresc ceva. Copii la casa lor, lume de și pe urmă pot să mor. Dar pe urmă pot să mor. N-amic de la temerea, vai, Jandi Pumacana, ton mai, te dic că mă rășave,
deles deula mandargues, deles deula mandargues. Bravo. On sent beaucoup d'émotion quand vous chantez, comme si vous étiez complètement habité par les paroles, que malheureusement on ne peut pas comprendre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous sentez habité par les paroles? Ben oui, parce que c'est moi qui ai écrit les mots. C'est vous qui écrivez les textes? Quand elle est de mauvaise humeur, il vaut mieux ne pas comprendre les paroles. Elle change les paroles. D'accord. Et là, Ça effectivement, m'arrive. on sent triste au début, et puis à la fin, on sent comme un apaisement. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau des paroles, on vous sentez plus. Ben oui, c'est au niveau des paroles, parce Ouais. que c'est... En fait, je demande à Dieu Les enfants. Voilà, Qui prennent soin de vos enfants. Voilà. Alors Alexandre Romanès nous disait tout à l'heure que lui ne prie pas, même s'il se joint aux personnes qui prient. Vous, est-ce que vous priez? Est-ce que vous parlez à Dieu? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais vous y croyez? Mais oui, mais je pense souvent. En fait, si vous voulez, quand on parle en romanès, nous les tziganes, tous les 2-3 mots, il y a Dieu dedans, dans notre langage. C'est vrai que le mot Dieu est beaucoup là, beaucoup, très présent. Quand je salue quelqu'un, je dis Odel Tabel, tout ça. Ce qui veut dire? Ben, je t'ai bien retrouvé avec Dieu. Et quand il s'en va, je dis déjà l'Odel, tout ça. Que Dieu t'accompagne. Il y a toujours cette chose, va avec Dieu. Et c'est cette présence divine, quand bien même vous ne priez pas, mais le fait qu'il soit là avec vous dans vos paroles, c'est quelque chose qui vous aide, qui vous donne des repères? Ben, c'est quelque chose qui nous accompagne et C'est très présent en fait. oui, c'est très présent. Et C'est assez difficile à l'expliquer. Mais Dieu, il est très présent dans notre vie et dans notre langage. Et c'est propre à vous, la famille Ravanès, ou dans la culture tzigane Non, de manière c'est dans la générale? culture. Parce qu'on vous voit effectivement avec une médaille aujourd'hui autour du cou, une croix autour du cou sur l'album. Donc est-ce qu'il y a aussi une volonté de montrer, comment dire, Non, c'est comme si quelque part, il nous protégeait. vous vous sentez protégé? Voilà. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Oui, ça m'arrive aussi, comme à tout le monde. Et vous avez le sentiment qu'il vous protège, qui vous aide et qui vous empêche d'avoir moins peur? En tous les cas, je le crois. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre l'un et l'autre à vos enfants? Qu'est-ce que tu Moi, dirais, toi? elle me regarde. Moi, j'aimerais que nos enfants soient... comment dire? Je trouve, je vais passer pour un horrible, peut-être. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont... C'est un mot que j'aime pas, mais j'en ai pas d'autre. Je trouve qu'on a affaire à de plus en plus de gens bidons. Qu'est-ce que vous entendez par là? Des gens superficiels, des gens qui vivent vite, qui ne s'intéressent pas aux autres, qui sont dans le matériel, qui sont dans la mode, qui sont dans le m'as-tu vu, tout ça. Et nos enfants ne sont pas comme ça. Vous savez, nos enfants, ils ont des défauts d'enfants eux aussi. Mais par exemple, dans les tribus tziganes, on n'offre pas de jouets à Noël. Ah oui? Ça se fait pas. Pourquoi? On n'offre jamais de jouets. Mais ça ne se fait pas. Il y a une raison? Eh bien, quand Parce que justement, il y a cette dimension trop matérialiste que vous on n'aime pas évoquiez. ce côté un peu, je sais pas. Vous fêtez Noël quand même, mais, Oui. mais sans vous offrir de Eh cadeaux. bien, on est presque toujours dans un quartier. Et le 25, le 26, on voit les enfants avec leurs jouets, tout ça. Mes enfants ne disent pas, tiens, parce qu'ils fréquentent aussi des enfants qui sont autour. Ils disent pas, ah ben, on n'a pas de jouets. Rien. Mais je n'ai pas un seul de mes enfants qui m'a dit, papa, on veut aller dans ce qu'on appelle les boîtes de nuit. Bon, je ne suis pas un intégriste non plus. Ils ont une grande liberté. Mais c'est des choses auxquelles ils ne pensent pas. Et notre dernière fille, qui a 12 ans, alors on dit toujours, oui, on fait des enfants pour les allocations. Oui, sauf que mes enfants ne vont pas à l'école. Sauf la dernière. Sauf la dernière. Alors on prend un prof qui leur donne des cours, et donc je dois payer le professeur, et du coup, je n'ai pas d'allocation puisqu'ils ne vont pas à l'école. On n'a jamais eu d'abord. Non, non, on n'a jamais eu d'allocation. Et la dernière, Rose Reine,
va à l'école depuis 1 an. Et c'était très rigolo parce qu'elle sort de l'école, je l'attendais. Et je lui dis, comment c'est l'école? Elle avait fait le premier jour. Elle me dit, papa, faut que je te dise la vérité. Elle dit, tu vois, dans cette école-là, la moitié des enfants, c'est des abrutis. J'ai trouvé ça... Alors, ils l'ont embêtée avec la mode. Elle n'avait pas les bonnes chaussures. Elle arrivait avec sa grande jupe à fleurs et son foulard. Tout le monde a dit, la gitane, la gitane. Attention, le premier jour où ils ont été à la piscine, il y a 5 ou 6 garçons qui ont essayé de la noyer. Il a fallu la réanimer. Ils ont vraiment essayé de la noyer. Heureusement que le maître nageur, il a vu la chose. Les enfants ne sont pas racistes, c'est pas vrai. Mais c'est ce que les enfants entendent. Vous voyez? Et si vous connaissiez ma fille, elle est adorable. Elle est d'une gentillesse. Et puis alors, c'est une blonde aux yeux bleus. Vraiment, elle fait pas... Parce qu'il y a un peu un paradoxe. En même temps, effectivement, il y a cette stigmatisation que vous évoquez, qui est épouvantable et très, très condamnable, évidemment. Et puis, en même temps, de l'autre côté, il y a une forme de fascination qu'on évoquait tout à l'heure, de la part des gadgets pour la culture tzigane. Il y a les deux. Comment il y a des gens qui nous aiment beaucoup, il y a des gens qui nous détestent. Il y a les deux. C'est souvent très tranché. Et donc, finalement, les enfants ne font que répéter ce qu'ils ont entendu dans leur cercle familial. Oui. Oui, et d'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire au cirque romanesque, c'est que, en fait, le mot tzigane est un filtre. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir nous aiment, déjà. Et les gens qui ne nous aiment pas, évidemment, avec le mot tzigane, ils ne viennent pas. En tout cas, les gens qui vous aiment, on les invite à venir vous voir donc à partir de ce 19 janvier jusqu'au 1er mai, si j'ai bien compris, Oui, hein, Delia, c'est bien ça. Donc ça se passe boulevard de Reims, c'est ça, numéro 42-44, sous votre chapiteau. Et dans le 17e arrondissement. Dans le 17e arrondissement de Paris, absolument. Et je vous propose que l'on passe au questionnaire inattendu. On va commencer avec la question suivante. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Oh, j'aurais beaucoup aimé faire les livres de Jean Grosjean. J'aurais beaucoup aimé. Qui était un ami proche, au même titre que Jean Genet? Oui, comme Jean Genet. J'aime beaucoup aussi ce qu'a fait Jean Genet, mais comme avait dit la poétesse Lydie Datas, c'était assez bien vu, elle avait dit « J'aime beaucoup ce qu'a fait Jean Genet, mais il y a des phrases que j'enjambe. Je les enjambe. » C'est joliment dit. Comment vous l'avez rencontré d'ailleurs, Jean Genet? Dans la rue. Dans la rue, par hasard? Je faisais mon numéro d'équilibre dans la rue. Quand j'ai quitté ma famille, je ne savais rien faire, ni lire, ni écrire, et j'avais ce numéro. Et il est venu vers moi, et on a été très, très amis, puisque je l'ai vu, je dirais, 1 jour sur 2, les 10 dernières années de sa vie. Effectivement. Et j'avais ce rapport d'un grand-père avec son petit-fils. Voilà, il y a beaucoup de critiques en ce moment sur l'homosexualité et tout ça. J'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup plus tard que c'était un homme qui ne couchait pas. Il aimait les garçons, mais il ne les touchait pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie. Il a beaucoup compté dans ma vie parce que je souhaite à tout le monde d'avoir un père comme Jean Genet, qui était absolument exceptionnel. Delia, quelle est l'œuvre, vous, que vous auriez aimé accomplir? Vous n'avez pas d'idée sur le... Ou alors est-ce qu'il y a une personne que vous admirez beaucoup, que Maria Callas. vous aimeriez rencontrer? Maria Callas? Oui. Vous aimeriez la rencontrer? Pourquoi? Elle écoute Maria Callas. Oui, parce que d'abord, quand je la vois, c'est d'une beauté inouïe, d'une élégance. C'est vraiment une reine. Et la voix surtout, sa voix. C'est vrai qu'elle a une... Elle donne une émotion incroyable. Quelle est l'odeur de votre enfance, à l'un et à l'autre? Une odeur qui vous revient? Alors moi, je suis comme les tigres, je n'ai pas de nez. Donc pas d'odeur en particulier? Parce que j'ai découvert que le chat, c'était le même animal que le tigre, puisqu'à un moment, on a monté un numéro, une de mes filles, un numéro de trapèze avec un chat. Et moi, dans ma jeunesse, j'avais des fauves, des lions, des tigres. Et j'ai découvert que le chat, c'était un tigre. Et il a les mêmes défauts et les mêmes qualités, et le chat n'a pas de nez. Et moi, j'en ai pas non plus. C'est peut-être pour ça que vous entendez si bien et que vous les domptez si bien. Et vous, Delia, l'odeur de votre enfance? Ce qui me revient, c'est les listes de mon enfance. Nous, on était une famille pauvre, donc on n'avait pas de fleurs du tout. Et il y avait une grande maison où j'aimais toujours passer à côté, et elle avait beaucoup de lys, la dame.
Et ça sentait très fort, presque près de chez nous. L'odeur revenait. Ça vous est resté. Mm. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait? Ah, Pas d'idée. Et vous? Elle va vous dire de l'argent peut-être. Non, je crois pas. Non, Moi, pas de il y a une l'argent. chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Je sais que ça se fera jamais. C'est trop tard. J'aurais beaucoup aimé diriger un orchestre Diriger baroque. un orchestre. Bon. Baroque. Baroque. Un jour peut-être. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle votre actualité. Vous allez, à partir de ce 19 janvier, votre spectacle Ligne de la main jusqu'au coude qui se jouera jusqu'au 1er mai. Et puis, vous aurez également... l'ouverture du centre artistique Et l'ouverture Tzigane du centre du artistique 23 au 25 Tzigane, mars. Du 23 au 25 mars. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous Merci de nous avoir avoir invités. invités, merci. Merci Ariane.